Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Corvan's Prod, joyeuses fêtes et bonne année 2020, j'espère que vous avez passé de bons réveillons. Et je sais, silence pour l'instant, message en fin de vidéo, hein, je vous dirai tout ça à la fin parce que comme ça on rentre direct dans le tuto et vous ne devez pas attendre pour l'apprentissage. Bien alors, nous avons conclu 2019 sur un tuto assez long, assez important, sur un premier outil capital des secondaires que sont les masques de forme. Donc vous vous souvenez, je vous avais montré dans Resolve, on prend une node, dans cette node précise, on va effectuer des réglages qu'on a vu, hein, donc ici avec les roues, les courbes, et donc on va au préalable isoler une zone, par exemple par une forme, hein, pour appliquer un traitement d'étalonnage secondaire sur une zone précise dans cette node. Alors maintenant, évidemment, cette technique va avoir une limitation. Par exemple, si je prends ici le visage de Véro, que je fais une ellipse et que je veux corriger donc son visage. Je vais faire une correction bien trop forte, mais c'est pour vous montrer. Donc en fait, si je commence à faire une correction, disons assez forte, comme ceci, j'abuse, hein, je sais, c'est pas dramatique. Voilà. Alors vous voyez, le problème qu'on va avoir, c'est que, hop, en fait, cette correction, la correction que je fais, s'applique donc sur toute mon ellipse. Dans toute mon ellipse, c'est-à-dire qu'on prend également les cheveux de Véro. Si notre forme elliptique ne prend pas uniquement le visage, ben, on commence à agir également sur le mur, ici, et comme vous le voyez, on voit clairement la délimitation, puisque ma forme n'a pas repris ici tout le coup, hein, de Véro. Donc ça, c'est la limitation. Alors on pourrait, bien entendu, on pourrait évidemment créer un masque de forme personnalisé. Cependant, vous comprendrez aisément que là ici je le fais super vite, mais si on veut être précis, hein, ben, ça va nous prendre énormément de temps. Première limitation, hein, voilà, comme ceci. Voilà. En plus que, voilà, il faudra en plus jouer avec le contour progressif. Et en plus, vous vous souvenez, on a vu dans le tuto précédent que le visage de Véro, il ne va pas rester sur place. Donc il va falloir ici que j'anime et que je modifie la forme au fur et à mesure, hein, de mon animation, ou alors que j'applique un track. Ça, on verra ça dans le prochain tuto. Donc du coup, ça risque d'être un brin compliqué. Donc c'est pour ça que pour cette technique-là, quand on se retrouve face à des situations, il existe une solution pour créer des masques sur des formes plus complexes qui sont évidemment les masques de couleurs. Comme dans Photoshop, ceux qui viennent de Photoshop, d'After Effects ne seront pas dépaysés. On sélectionne donc une zone directement par sa valeur luminique, sa valeur chromatique, et on définit que la correction n'arrive que sur cette plage. Un peu comme ce qu'on a vu avec les courbes croisées. Si vous vous souvenez du tuto sur les courbes croisées, je vous mets la fiche pour ceux qui ne l'ont pas vu. Sauf qu'ici, on va vraiment le faire de façon délimitée et très précise. Pour cela, nous allons voir un nouvel outil qui est celui-ci, le qualifieur. C'est le qualifieur ici dans Resolve qui va nous permettre de faire des masques de couleurs, d'isoler une plage. Alors, dans un premier temps, comment se présente le qualifieur? Eh bien, vous pouvez voir que nous avons ici des outils qui s'appellent Selection Range. Rien de plus simple, quand j'active le qualifieur, je me retrouve, comme avec les courbes croisées, avec une pipette. Vous voyez, si vous n'avez pas la pipette qui apparaît, vous allez ici en fait. Vous cliquez ici, vous avez la flèche. Si vous êtes en off, vous n'avez rien du tout. Et il vous suffit simplement d'aller sur qualifieur, voilà, pour activer la pipette. Et il me suffit simplement, par exemple, déjà d'aller sélectionner une zone. Tac. Et vous pouvez voir qu'à ce moment, je vais faire un mage H. Si vous vous souvenez, nous avons vu cette option, hein, dans le tuto précédent sur les formes pour afficher le masque. Et vous voyez que directement, j'ai sélectionné une plage de couleurs qui correspond à ce que j'ai sélectionné sous ma pipette avec évidemment une tolérance, une marge que on peut définir, que je vais aborder ici après. Donc ça, c'est pour la pipette générale. Si je clique par exemple ici, hop, je change la sélection, je prends une autre couleur. Vous voyez qu'ici, j'attrape le mur, hein, le mur derrière Véro, et on arrive à avoir Véro bien détouré. Alors, je vais reprendre, hop, le visage de Véro, et vous pouvez voir qu'on a d'autres outils. Par exemple, ici, vous avez la pipette, la même pipette que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, nous avons plus et moins. Par exemple, si je prends le moins, vous voyez ici, le t-shirt de Véro, il ne faut pas qu'il rentre dans ma correction. Voilà. Il faudrait juste avoir vraiment sa couleur de peau. Donc ici, on est sur quelque chose de plus vert. Je vais prendre ma pipette moins et je vais faire moins. Voilà, et je la désélectionne. Et vous voyez que du coup, bah, ça fonctionne. Je désélectionne cette sélection-là. Cependant, évidemment, je perds le visage de Véro. Donc évidemment, il faudra affiner. Si je fais un plus ici, je prends un plus et donc je vais rajouter, hop, la peau. Et donc là, j'en reviens à ma configuration initiale. Et donc, vous avez également ces deux outils qui vous permettent, si vous regardez, je vais refaire une sélection globale. Voilà, donc vous avez ces deux outils qui permettent en fait de faire une sélection affinée. C'est-à-dire que ici, si je prends la plume
plus et que je vais un peu zoomer, vous vous souvenez un molette hein, pour zoomer et aller sélectionner une zone un petit peu plus. Voilà, ici, on va pouvoir sélectionner un peu plus de zones ou un peu moins. Si je prends le moins, par exemple, je ne vais pas sélectionner ses cheveux, mais ici de manière affinée. C'est-à-dire qu'il va sélectionner uniquement par zone de pixels qui sont très très proches hein, de celles que vous avez au préalable sélectionnées et vous allez supprimer une partie infime, donc de façon plus modérée. C'est pour affiner. Donc ça, ce sont déjà des outils de base qui vous permettent d'affiner votre sélection manuellement directement sur votre image. Comme vous l'avez vu ici, ce n'est pas très efficace. Ce n'est pas très efficace parce qu'on n'obtient vraiment pas le visage de Véro uniquement dans son intégralité. Donc je vais faire un reset, je vais aller resélectionner en fait le visage de Véro et cette fois-ci, on va affiner manuellement. Tac. Alors voilà, vous pouvez voir que quand je sélectionne ici la couleur du visage de Véro, j'ai mes curseurs ici qui ont changé. Alors, comment se présentent ces trois réglages? Donc, ce sont des curseurs qui vont se présenter sur trois réglages. C'est un HSL, Hue, Saturation, Luminance. C'est-à-dire qu'on sélectionne ici la teinte, vers quelle teinte on veut sélectionner, quelle teinte on veut isoler, saturation, quelle saturation, est-ce qu'on prend dans cette teinte une saturation plus élevée, donc plus pure, de cette teinte, ou est-ce qu'on prend une saturation moins élevée, qui se rapproche donc des blancs. Et luminance, évidemment, est-ce qu'on prend quelque chose qui est fort éclairé, qui de nouveau se mélange avec du blanc assez fort, ou est-ce qu'on reprend quelque chose qui se rapproche des noirs, qui est plus sombre? C'est le HSL. Alors, nous avons ici un HSL, le plus classique, le plus courant, et celui que vous utiliserez le plus souvent, mais par exemple, si vous allez ici, au-dessus, sur la flèche, vous pouvez choisir HSL ou par exemple RGB. Ici, je crois que je n'ai pas besoin de vous expliquer fondamentalement à quoi ça correspond. Simplement, plutôt que d'avoir des réglages teinte, saturation et luminance, vous avez donc trois réglages rouge, vert, bleu. On se base donc directement sur les coefficients de couleur qu'on retrouve sur notre parade, les niveaux de rouge, vert, bleu. Et donc là, si je vais sélectionner, tac, cette fois-ci, on va définir notre sélection par nos curseurs RGB. Donc, je vais revenir sur le HSL. Je vais réinitialiser. Je vais reprendre la partie. Donc, intéressons-nous d'abord à la teinte. Il semble que, vous voyez, il y a quelques plages, si je désactive le masque temporairement, on voit qu'il y a quelques plages ici de couleurs qui ont une teinte légèrement différente, donc qu'on pourrait inclure dans notre sélection pour justement isoler mieux le visage de Véro. Et donc pour cela, je vais réactiver le masque et je vais donc élargir la plage. Vous avez plusieurs réglages, Center, Width, Soft, Symmetry. Alors, Center, regardez bien, si je déplace mon Center, je fais en fait je sélectionne, je fais pivoter la teinte hein, que je sélectionne. Voilà, il me semble que ici, ça me paraît être un bon choix. Vous voyez, on commence à avoir plus ou moins tout le visage de Véro. Et donc, width, qu'est-ce que c'est width? Eh bien, c'est la largeur de la teinte que vous prenez. Donc, on va prendre un petit peu plus de valeur de teinte. Voilà. Et là, vous voyez que je commence à avoir le visage de Véro. Dans un premier temps, concentrons-nous sur les réglages ici. Donc, centre, je sélectionne la teinte, je fais pivoter exactement la teinte que je veux. Voilà, ici, ça me semble pas mal. Et largeur, width, hein, je définis exactement la plage de teinte que je veux, la largeur de plage que je veux. Si évidemment je commence à élargir la plage ainsi et que je commence à en prendre de plus en plus, je commence à réattraper toutes mes teintes, toute l'image. Voilà. Donc on va rester ici sur une plage plus ou moins restreinte, comme ceci. Le problème de cette image, vous voyez, c'est qu'on est dans une plage assez uniforme, c'est-à-dire c'est pas une image qui a un contraste de couleur assez élevé. Hein, on se retrouve un peu partout sur cette nuance brunâtre orangé, très agréable hein, d'ailleurs, qui correspond bien à l'ambiance. Hein, c'est juste que, évidemment, si on veut donc isoler par qualifieur, au niveau de la teinte, évidemment, j'attrape des pans de mur, j'attrape le gilet ici de Véro, hein, etc. parce qu'on se retrouve plus ou moins dans la même zone de teinte. Alors, le soft, très important le soft. Regardez bien. Ici, vous vous souvenez, on a en fait, donc si vous regardez avec le centre, avec la largeur, nous avons défini une plage, laquelle nous avons défini celle qui se retrouve dans le carré. Vous voyez d'ailleurs que ce qu'on a ici dans notre carré de plage de teinte, c'est celle qui correspond à ce qu'on voit ici dans l'image sur le masque. Voilà. Et donc en fait, ici, soft, qu'est-ce que c'est? Eh bien regardez, si je monte le soft, voilà. Vous voyez, ici, en fait, ça définit, c'est un peu comme ce qu'on a vu avec les masques de forme, le contour progressif. Vous avez ici, en fait, une plage progressive qui va se faire autour de la teinte que vous avez sélectionnée. Ce que ça veut dire, c'est que dans le carré, ici, c'est la plage, on prend cette teinte à 100% et plutôt que d'avoir, si je fais le soft à 0, regardez comme ceci, voilà, vous voyez que là, on commence à avoir des contours qui sont très nets, qui sont très francs, d'un seul coup. Hein. Regardez si je zoome, vous voyez, voilà, là on a défini cette teinte, le reste, on prend pas. Ça on prend pas. Et on commence à avoir des contours très 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 limités, très carrés, très granuleux. Hein. Alors que si je commence à softer, vous allez comprendre tout de suite,
Hop, voilà. Vous voyez, les contours s'adoucissent. Pourquoi? Parce que je définis une plage de soft, une plage de contour progressif, où je définis que les teintes aux alentours, on les prend par exemple à 50% d'opacité, c'est-à-dire que ceci est pris à 100%, on agit bien sur cette couleur. Maintenant, si j'applique une correction, on va agir à 100% dans la couleur qui est bien dans mon cadre, et celle qui se retrouve ici, par exemple ici, environ à moitié de ma plage ici de soft, on va agir dessus à 50%. Ça nous crée, si vous voulez, c'est déjà une méthode pour affiner, adoucir les contours de votre masque. Parce que le problème étant que si vous avez un masque qui est très dur, très brut, c'est d'ailleurs ce qu'on va faire, regardez, je vais vous montrer, je vais mettre le soft à 0, voilà, je vais désactiver le masque, et si je commence à appliquer des corrections, voilà, si je commence à faire des corrections colorimétriques, etc., vous voyez, voilà, on commence à avoir des contours, c'est ce qu'on voit ici, vous voyez, qui sont très délimités. Regardez ici, vous voyez sur la lèvre de Véro, voilà, sur la lèvre ici, on peut voir vraiment ici une correction, on voit la correction qu'on a effectuée, on la voit, la différence est assez colossale et les contours se voient très forts. Donc une des premières solutions, c'est évidemment de softer. Et vous allez voir tout de suite que ça va, voilà, vous voyez, ça se soft, ça se floute, c'est déjà beaucoup plus sobre. Voilà, et on commence à avoir un visage de Véro qui, ma foi, me semble plus ou moins bien isolé. J'insiste encore une fois, ne vous en faites pas pour tout ce qu'il y a autour, on voit ça après. Voilà, donc le soft. Et alors maintenant, qu'est-ce que c'est que ce dernier réglage? C'est la symétrie. Supposez par exemple que vous vous retrouviez autour, au niveau de ce contour-ci par exemple, si je désactive le masque. Ici, on a quelque chose, une teinte complètement différente par exemple, et que ici à côté, on a des teintes qui s'en rapprochent, donc ici, on peut avoir un contour net, mais là par contre, il vaut mieux pas. Eh bien, c'est là où vous allez pouvoir jouer sur la symétrie du soft, c'est-à-dire que par exemple, vers les jaunes et les verts, on va pas prendre les jaunes et les verts, même à 50%, parce que voilà, ce n'est pas utile, ils ne sont pas compris dans le visage de Véro. Par contre, pour le reste, pour le rouge, on a plus de nuances ici dans le visage de Véro qui sont assez rouges. Donc là, il faut plus de soft. Voyez, et donc c'est ici que vous allez pouvoir jouer sur la symétrie. Voilà, par exemple, voyez, par défaut, vous êtes à 50, c'est-à-dire que les deux zones de soft sont symétriques. Et si je vais en dessous de 50, voilà, ma zone à droite du soft au niveau de mes jaunes, ce qu'on veut, donc devient moins softé. Par exemple, ici, voilà, vous voyez, regardez bien la différence. Ici, je commence à avoir en fait des contours beaucoup plus tranchés, et ça fonctionne pas du tout en fait, mais c'est pas grave. Comme ça, vous comprenez le principe. Des contours beaucoup plus tranchés, mais uniquement au niveau de certaines teintes, en l'occurrence les teintes qui sont ici à droite de la zone que j'ai isolée. Voilà. Et par contre, ici à côté, donc si je vais au-dessus de 50, je peux commencer à sélectionner. Voilà, vous voyez, ici, je commence à avoir des contours beaucoup plus nets, beaucoup plus francs, sur le reste du visage du Véro ici qui est rouge, qui est situé vers cette teinte-là. Et donc là, on définit ici pas de soft, donc on prend pas du tout ce qui est rouge et on fait une transition brutale. Pas de rouge, pas d'orangé, hop, directement vers le jaune orangé, on prend tout ce qui est, on fait donc 0% ici, 100% là. Ici, si je remets ma symétrie de l'autre, on fait donc ici, voilà, 50%, environ à 50% de rouge orangé pour avoir ces contours plus soft, et le reste ici à 100%. Et par contre, ce qu'il y a ici, plus vers les jaunes verts, et bien là, si je retourne vers ma symétrie, voilà, là, ça nous fait des contours francs. On ne prend pas du tout ce qu'il y a de ce côté-ci. Voyez. Donc voilà, ça, vous comprenez déjà, vous voyez que on a déjà des outils assez, même très puissants pour isoler une zone de couleur précise. Ici par la teinte. Alors évidemment, si on veut être précis encore dans notre masque de couleur, on ne peut pas se limiter à la teinte. Alors vous voyez que ici on voit pas bien, mais en fait ceci c'est gris, c'est pas pris non plus. Vous voyez. Et donc en fait, une manière de voir quelle zone exacte vous avez prise, c'est de passer ici l'affichage du masque en noir et blanc. Pour cela, je vais cliquer ici. Hop, voilà. Et là, vous pouvez voir en fait avoir un masque noir et blanc. Je vous montre. Un masque noir et blanc. Hop, pour voir précisément en noir et en blanc. Ici, j'ai donc pris à 100% le visage de Véro. Ici, je l'ai pris à 0% sur ces zones. Ici, plus ou moins à 50%. L'avantage d'afficher le masque de cette façon, c'est que vous avez une vue beaucoup plus précise exactement sur qu'est-ce que vous avez pris, qu'est-ce que vous n'avez pas pris. Et vous avez une vue bien plus précise également sur vos contours. Par contre, vous n'avez strictement aucune vision de la couleur, la teinte, la saturation que vous avez prise. Et pour cela, là, le gris prend tout son sens. Parce qu'ici, vous voyez la couleur que vous avez sélectionnée. Voyez. Et donc, on peut voir ici, si je prends le masque blanc, noir et blanc, que je n'ai pas pris ici donc les zones
hein, qui sont en réalité, regardez si je désactive le masque, ce sont des zones un peu plus éclairées et un peu moins saturées. Donc là, ici, si je veux avoir ces zones, eh bien, il faudrait que j'utilise plutôt la saturation et la luminance pour les sélectionner. On va voir ça tout de suite. Avec la saturation et avec la luminance, on va donc obtenir exactement les mêmes réglages. Sauf qu'ici, cette fois, on va agir de façon indépendante, c'est-à-dire de façon indépendante au niveau de la longueur. Par exemple, ici, je vais pouvoir sélectionner saturation, plus de saturation basse ou plus de saturation haute. Ici, je vais prendre par exemple un petit peu plus de saturation haute. Je vais remettre, voilà, pour que vous voyez. Je vais prendre un petit peu plus de saturation haute et vous voyez que je commence à avoir quoi ici? Je commence à avoir ici les contours, hein, parce qu'ici on a du jaune qui est du jaune orangé qui est très saturé. Donc je commence à l'avoir dans ma sélection. Ici, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc grosso modo, regardez, si je commence à baisser la saturation haute, je commence à perdre le visage de Véro ici, au niveau de la saturation, de sa saturation la plus élevée. Donc du coup, ce qu'il faut peut-être, c'est que j'ajoute un petit peu de saturation basse pour commencer à avoir son visage. Voilà. Et on voit que ça ne fonctionne pas non plus parce que je commence à avoir les saturations basses des cheveux. Donc c'est peut-être au niveau de la luminance qu'il faut commencer à agir. Et donc du coup, là au niveau de la luminance, même chose, on va retrouver les mêmes réglages, la luminance haute ou la luminance basse. Et je vais prendre un petit peu plus de... Voilà, regardez, en fait ici, ce qu'il fallait que je fasse pour obtenir ces zones, hein, regardez, je vous remonte, j'ai un petit peu zoomé pour que vous voyez mieux, hein, avec le masque noir et blanc. Si je désactive le masque, vous voyez qu'en fait ces zones sont un tout petit peu plus éclairées. Ici, la moitié de son visage ici est plus dans l'ombre, la moitié de son visage ici est plus éclairée, et donc ce qu'il me fallait, c'est donc que j'attrape ces zones-ci avec une luminance plus élevée. Regardez, si je baisse le height, voilà, ces zones-là partent. Et par contre, si je la monte, je commence à avoir ces zones de son visage. Toujours avec la saturation et la luminance, vous allez retrouver exactement les mêmes réglages. C'est-à-dire que vous allez retrouver un soft, cette fois-ci des softs séparés, un pour le bas, un pour le haut. Ici, vous n'avez pas de soft global et de symétrie à gérer. Ici, vous avez un low soft. Par exemple, si je prends un low soft en saturation, je monte le soft des basses saturations. Ici, par exemple, vous voyez, et donc je commence à affiner mon masque avec plus de soft au niveau, regardez, ici, on a des saturations un petit peu plus élevées, ici plus basses. Et donc si vous regardez le masque, je commence à adoucir, si vous voulez, les contours, à prendre de façon un petit peu plus softée les saturations basses. Même chose évidemment pour la luminance. Si je fais ici un low soft, vous allez voir tout de suite, hop, 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 hop. Regardez ici, voilà, vous voyez ici, on a une partie de son visage qui est plus dans l'ombre. Et là, je commence à sélectionner à moitié, à 50% de la sélection, hein, les zones les plus sombres. Vous voyez, ce qui nous permet encore une fois d'adoucir notre masque. Voilà. Alors, la particularité également, c'est que vous pouvez voir qu'on a des curseurs ici. Et donc, vous pouvez sélectionner, en fait, je vais réinitialiser le tout, vous pouvez sélectionner par exemple que vous ne faites votre sélection que sur la teinte, pas sur la saturation, ni sur la luminance. Pour cela, je désactive la saturation, je désactive la luminance. Et ici, voilà, je ne fais un réglage que par teinte. Voilà, vous voyez qu'ici, voilà, tout ce que je sélectionne, on sélectionne les zones autant les plus saturées que les moins saturées du jaune orangé qui est dans ma sélection. Et autant les zones les plus éclairées qui sont ici que les zones les moins éclairées. On ne sélectionne que par teinte. Ça fonctionne dans l'autre sens. Par exemple, donc on peut prendre uniquement par saturation. Et là, par exemple, vous pouvez sélectionner uniquement par saturation les plus fortes. Par exemple, regardez, je vais faire un low ici, voilà. Vous voyez, en fait, les zones les plus saturées sont au niveau de ma lumière ici qui est très très jaune avec sa lumière qui se réverbère ici, qui est fort jaune orangé, très prononcé. Vous le voyez d'ailleurs au niveau de ma parade ici. Je vais réinitialiser tout ça. Alors vous allez voir qu'en fait, le réglage le plus utile à ce niveau-là qu'on peut faire, en tout cas que moi j'utilise le plus régulièrement, c'est au niveau de la luminance. Je ne sais pas si c'est lié, mais par ailleurs, si vous regardez ici, vous avez une troisième option qui est qualifieur uniquement en Luma. En fait, la seule chose que fait ce qualifieur en Luma, c'est qu'on ne sélectionne qu'en luminance. Je vais revenir après dessus parce que vous allez voir que ça va être très utile dans certains cas. Je vais revenir sur mon HSL classique et je vais reprendre le visage de Véro. Alors, ce qui va être important aussi, c'est évidemment au niveau du soft de notre masque, parce que évidemment, il ne faut pas qu'on commence à voir les contours bien nets avec les carrés comme on les voit ici. Je vous ai déjà montré les outils ici de soft en délimitant une plage progressive, hein, de teinte, de saturation, de luminance. Ça ne va pas suffire. Le gros problème du qualifieur, ça va être ceci. Regardez, je vais vous montrer. Hein, pour cela, je vais faire une correction de nouveau très exagérée. Hein, voilà. Donc déjà, vous voyez qu'on voit les contours. Mais surtout, le problème du qualifieur, ça va être ça. Regardez. Il faut que tu m'expliques. Vous voyez qu'on commence à avoir ici beaucoup de zones, donc, de zones qui sont prises. Puis alors, comme
l'image change, évidemment, c'est une image animée, ce n'est pas une image fixe. Évidemment, il y a des zones qui vont d'un seul coup se retrouver plus dans la lumière, moins dans la lumière, changeant de teinte, parce que forcément la lumière va influer, va se réverbérer. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que le qualifieur, il va prendre cette zone, il ne va plus la prendre à un certain moment, et voilà typiquement ce qu'on appelle du C'est trop fourmillement. tard. Du fourmillement. Vous allez très souvent avoir ce genre de problème quand vous faites des étalonnages secondaires, surtout notamment au niveau, par exemple ici, des cheveux. Quand vous allez essayer d'isoler une coiffure d'un personnage, etc., vous allez très souvent vous retrouver avec, vous pouvez voir ici, Ce on qui le est voit fait est d'ailleurs, fait. hein, des fourmillements de ce genre. Et donc du coup, ce qu'il va falloir faire ici, c'est utiliser d'autres outils pour affiner, éliminer, parce que je vous préviens, hein, ce fourmillement, c'est comme quand vous voyez, si vous vous souvenez, on en a parlé dans le tuto précédent, quand vous voyez la délimitation de vos formes, de vos étalonnages secondaires dans votre étalonnage, votre rendu final, ça c'est vraiment une erreur à ne pas faire. Donc il faut vraiment Il faut que tu supprimer m'expliques. ces fourmillements, il faut euh, éliminer, donc affiner la plage. Et pour cela, vous avez plusieurs outils qu'on va retrouver ici. Comment fonctionne-t-il? Denoise, Clean Black, Clean White, Blur Radius. Eh bien, le premier outil que vous allez pouvoir utiliser, que moi en tout cas, c'est celui que j'utilise le plus souvent, je vais dire que je mets en premier lieu, c'est le Blur Radius. Qu'est-ce que le Blur Radius? C'est tout simplement flouter, ajouter du flou, du soft à vos contours, un effet de flou. Regardez ici, si je le monte, voilà, regardez, voilà, vous pouvez voir en fait, regardez, je vais vous montrer un peu plus près, ce sera peut-être un petit peu plus évident. Voilà, regardez ici, dans le coup de verrou, si je désactive mon blur radius, voilà, vous avez des carrés, des contours très très nets, etc. Si vous faites un blur radius, voilà, vous voyez, vous commencez à flouter, vous ajoutez donc du flou, vous diminuez les micro-contrastes de ces zones-là, hein. C'est donc ainsi que vous allez pouvoir obtenir, vous allez voir qu'ici, ça va tout de suite beaucoup mieux passer. Voilà. Il faut que tu C'est comme ça que vous allez vraiment déjà pouvoir flouter, affiner votre contour, le contour de vos délimitations de couleurs. Bon, évidemment, ça ne fonctionne encore pas du tout parce que on a peut-être adouci les contours de notre sélection, mais par contre, le fourmillement, il est toujours présent. Il est toujours vraiment présent. Et donc, l'outil à utiliser sans modération, si vous avez ce genre de fourmillement, ça, il faut vraiment pas hésiter à le pousser. C'est le denoise ici, le denoise, le débruiteur. Lui, justement, agit directement sur le fourmillement de vos images. Vous allez voir que dès que je vais le monter, voilà, vous pouvez voir qu'ici, voilà, les contours qui se floutent, et vous allez voir tout de suite que, ouais, ici, évidemment, ma sélection n'est vraiment pas top, donc du coup, ça, voilà, le fourmillement est toujours présent. Et quand vous avez du fourmillement, celui-là, il ne faut pas hésiter à le pousser, même drastiquement. Vous allez voir qu'ici, à mon avis, C'est trop tard. voilà, vous voyez, il est quand même fortement atténué. Je vais encore le pousser, évidemment. Ma sélection n'est pas du tout correcte, hein. Pas du tout, hein, j'insiste. Ici, c'est vraiment pas du tout un travail affiné que je fais. C'est juste vraiment pour vous montrer l'outil, son action. Je vous dis simplement, si vous avez ce problème de fourmillement dans vos qualifieurs, n'hésitez pas à vraiment pousser le denoising, le pousser à fond. Voilà, regardez, voilà, vous voyez, le Ce qui fourmillement est fait. commence vraiment à disparaître. Celui-ci est très efficace et il ne faut pas hésiter à le pousser pour obtenir donc un fourmillement qui repart. Vous voyez ici, voilà, voilà, regardez. Vous voyez avec le masque, on voit qu'il y a beaucoup de fourmillement qui est parti. Alors évidemment, rétroaction, évidemment, nos contours de notre sélection de couleurs se floutent énormément. Donc, c'est un outil qui est à utiliser avec d'autres outils pour affiner, évidemment. Par exemple, ici, vous avez Clean Black et Clean Noise et Clean White. Justement, ce que nous avions ici, nous avions principalement beaucoup de denoise. Je vais réafficher cela. Je vais désactiver le denoise. Voilà. Nous avons beaucoup de denoise parce que nous avions effectivement beaucoup de zones sur lesquelles nous avions une zone partiellement, vous voyez, une zone partiellement prise. Ici, on a beaucoup de fourmillement, ou partiellement exclus, mais avec des éléments dedans des petits points, vous voyez ici, qui se retrouvent dans cette sélection. Alors, quand on dit clean black et clean white, qu'est-ce que c'est? Tac, regardez ici, vos zones noires, c'est-à-dire celles qui excluent votre sélection. Là, votre correction de couleur ne va pas agir. Vous pouvez vous retrouver avec ça, par exemple, comme vous le voyez ici, des zones qui parfois sont prises. Et donc, cet outil va précisément prendre les zones les plus sombres qui sont censés exclure et va cleaner, va nettoyer ces zones pour le clean black. Hop, voilà, vous voyez, hop, dès que j'applique, vous voyez, hop, on commence, voilà, vous voyez, ici on n'a presque plus nos points blancs qui apparaissent dans les zones noires. On va avoir exactement la même chose au niveau de notre clean white. Chaque, voilà, vous voyez, si je fais comme ça, voilà, je commence à avoir beaucoup de points blancs qui commencent à disparaître au niveau de mon white. Ici, évidemment, ces deux réglages ne suffisent pas. Il faut les compléter avec le denoise, qu'il ne faut pas hésiter à pousser, comme je vous l'ai expliqué. Voilà, je vais refaire un clean white, etc. Voilà, pour obtenir donc quelque chose. Voilà, vous voyez, on commence à obtenir quelque chose, un masque ici, en tout cas sur son visage, qui commence à être convenable. Si vous regardez,
Voilà, on a plus ou moins tout son visage, on n'a pas ses lèvres, les zones sur ses yeux sont adoucies, hein, donc ne sont pas choquantes avec la correction, regardez. Ce qui est fait est fait. Voilà, on commence à ne plus voir le contour autour de l'isolation de son visage. Et on commence à avoir tout son visage au niveau de sa correction. Vous voyez? Voilà, donc voilà déjà ici quelque chose qui, en tout cas au niveau du visage, fonctionne. Lorsque vous avez délimité une zone, donc, vous avez certains contours qui vont apparaître. Et ici, le in-out ratio, c'est simplement au niveau de vos contours, affiner, étendre ou réduire la zone. Donc par exemple, si je fais ici un in-out ratio, regardez les contours. Voilà, regardez les contours. Je commence à, vous voyez, repère des contours. Si je vais dans l'autre sens, hop, je commence à avoir plus de contours, vous voyez, à élargir mes contours. Là, je commence à les défaire, là, je commence à les élargir. Voilà. Donc, tous ces outils vous permettent d'affiner une sélection de couleurs. Et côté visage, oui, je crois qu'on commence à être pas mal. Côté visage, hein, concentrez-vous sur le visage. Une nouveauté de la version 16, ceci, le deuxième onglet de Matte Finesse. Alors, à titre personnel, je n'ai pas encore poussé cet outil et je n'ai pas encore trouvé d'utilité. En tout cas, moi, je ne me suis pas retrouvé dans une situation où ces deuxièmes outils de Matte Finesse, hein, m'ont aidé, mais en soi, ça va permettre en fait d'agir directement sur vos contours, de définir en fait des formes de contours personnalisées. Par exemple, regardez ici, je vais sélectionner par exemple Square. Vous voyez que sur les contours de nos formes, hein, sur les zones délimitées de nos formes, nous avons plutôt des zones ici qui sont rectangulaires. Ici, en fait, regardez, si je fais un radius, comme ceci, hein, et que je monte, voilà. En fait, vous êtes en train d'agir sur les contours et de définir, si vous regardez bien les formes, je vais mettre peut-être, voilà, comme ceci, voilà. Vous êtes en train, en fait, d'agir, de déterminer au niveau de vos contours des formes en carré. Ce qui peut vous aider, par exemple, si vous faites une isolation d'une zone précise géométrique et que justement, cette fonction de square, hein, vous permet donc de rester géométriquement conforme avec la forme que vous avez isolée. On peut par exemple, ici ce sera à mon avis plus efficace, utiliser des circles. Par exemple, vous voyez, ici voilà, nous avons des circles. Vous voyez, je vais en monter pour que vous voyez un petit peu plus. Nous avons des ronds. À mon avis, ça peut vous aider, par exemple, justement, comme je le dis, si vous voulez être géométriquement conforme avec la zone que vous isolez. Donc ça vous permet d'agir directement sur vos contours. Alors, bon, comme je le vous l'ai dit, je n'ai pas encore trouvé, j'ai pas poussé cet outil parce que j'ai vraiment pas encore trouvé de situation dans lesquelles cet outil m'a vraiment aidé à isoler une zone de façon confort. Enfin voilà. Au moins, vous le savez. Si ça peut vous aider, n'hésitez pas à utiliser cet outil. Vous pouvez aussi passer en Diamonds. Vous voyez qu'ici, on a donc des Diamonds, des losanges à la place qui permettent de faire nos contours, par exemple. Vous pouvez toujours tester. Moi, je n'ai jamais utilisé cette option. À voir. Une dernière option que nous n'avons pas vue, celle-ci. Alors, c'est la même chose qu'avec les formes. Je vais reprendre le visage de Véro. Ici, j'ai donc sélectionné, je vais reprendre un peu plus. J'ai donc sélectionné cette zone de couleur. Cette option, à quoi sert-elle? Très très simple. Inversion. Là, vous voyez, en fait, je reprends exactement l'inverse. Ici, j'ai le visage de Véro, je n'ai pas ses lèvres, je n'ai pas ses yeux, j'ai des pans de mur, je n'ai pas le reste. Et donc, en fait, quand j'inverse, j'ai tout simplement, tac, l'exact opposé. Je ne reprends plus mes zones ici, je ne reprends plus le visage de Véro, je reprends ses yeux, ses lèvres. Donc, c'est simplement inversé plutôt que d'utiliser tout ce que vous avez sélectionné comme la zone dans laquelle appliquer la correction de couleur. Là, vous définissez que la zone que vous avez sélectionnée, c'est toute la zone exclue de la correction des couleurs. Donc là, si je fais une correction colorimétrique, voilà, j'agis partout sauf dans la zone que j'ai qualifiée. Ça peut être très pratique. Ça peut vraiment être très pratique également. Vous allez voir que, par exemple, parfois vous retrouvez dans des situations où la personne est plutôt juste en face d'une zone uniforme. Et bien là, c'est tout simple. Qu'est-ce que vous faites? Tac, vous sélectionnez plutôt le fond, la zone uniforme, et hop, vous l'inversez, et comme ça, vous sélectionnez le personnage. Je vais vous montrer 2-3 exemples par la suite. Donc maintenant qu'on a vu plus ou moins tous les outils dont vous disposez dans le qualifieur ici, l'HSL, et bien maintenant, nous allons nous attaquer à ce petit problème. Je vais le refaire, tac, reprendre ici le visage de Véro. Je vais le réaffiner. Maintenant que nous avons sélectionné le visage, arrive le problème suivant. Moi, je ne veux que le visage. Je ne veux pas agir ici. Je ne veux pas agir sur le mur ni sur son gilet. Donc, vous avez fait le lien. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour ne conserver que le visage? Combinaison avec une forme. Tac, maintenant je vais aller sélectionner de façon elliptique. Hop! Et voilà, purement et simplement, voilà. Vous pouvez voir qu'ici maintenant, j'isole donc son visage avec une patate. Et maintenant, je n'ai que le visage de Véro. Bien détouré, je n'ai plus la forme de mon ellipse. Voilà, comme ceci. Vous voyez? Et donc là maintenant, on va déjà faire un premier test. Je vais désactiver le masque, je vais revenir sur le qualifieur.
regardez. Voilà, je vais remonter, la recoloriser un tout petit peu. Voilà, et regardez. Là, je commence vraiment à n'agir que dans son visage, qui est bien détouré. Je n'agis plus ici. Vous voyez, donc en fait, ce qui se passe avec mon ellipse, c'est que quand j'active mon ellipse, je définis que ma sélection avec le qualifieur ne se fait que dans la sélection de cette ellipse. Et que se passe-t-il si maintenant j'inverse mon ellipse? Tac, je prends le reste. Vous voyez, je prends ici la zone et je n'agis plus sur le visage de Véro. Donc voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir faire des combinaisons de masques de couleur, masques de forme, et faire des masques assez précis. Je vais revenir là-dessus parce que vous allez voir qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on peut faire sur les masques avancés. Donc maintenant, vous avez une vision assez complète et l'exemple d'une isolation plus ou moins fonctionnelle, malgré le petit défaut des cheveux, en utilisant un qualifieur HSL. Donc vous allez certainement me poser une question pertinente, et quand est-ce qu'on utilise un qualifieur RGB? Grosso modo, ce que je dirais, 90% du temps HSL. Dans 90% des cas, vous allez vous retrouver avec le HSL, tout ce qu'il vous faut. Le RGB, il va manquer de précision au niveau de la Luma, donc au niveau de sélectionner une plage de luminance précise, sélectionner une plage de saturation précise, contrairement au HSL, vous allez avoir beaucoup plus de mal. En revanche, par contre, le RGB, il va être un peu plus utile si, par exemple, je désactive l'ellipse, vous devez sélectionner une teinte précise dans une zone uniforme. Par exemple, ici, regardez, je vais sélectionner avec ma pipette directement en mode RGB une zone uniforme. Tac. Voilà. Là, vous voyez, j'ai isolé quasi plus ou moins intégralement toutes les teintes qui étaient vraiment dans la même teinte. C'est-à-dire, vous voyez, regardez ici, on a vraiment le jaune orangé partout, sur toute l'image. Vous voyez, tout ce qui est teinte précise, différente, n'a pas été prise. Regardez maintenant si je fais la même chose, hop, je vais le réinitialiser, si je fais la même chose en HSL. Voilà, vous avez tout de suite, vous voyez, ici on voit sur les contours une sélection moins précise de teintes. Donc vraiment, je dirais que le RGB, servez-vous-en quand vous avez une zone plus ou moins uniforme de teinte précise, pas besoin de luminance, pas besoin de saturation. Vous allez donc rechercher cette zone de teinte. Et là, à ce moment-là, peut-être que le RGB peut être un peu plus précis, peut être plus précis que le HSL. Mais honnêtement, moi je vous le dis, sur 99% de tous mes étalonnages, j'ai toujours utilisé le HSL. Et le RGB, en fait, au niveau, je vais vous montrer d'ailleurs, regardez au niveau lorsqu'on veut sélectionner donc une luminance, une saturation précise, vous allez voir tout de suite, je vais revenir ici sur le RGB, je vais refaire ça comme ça, hop, vous voyez, voilà. J'arrive pas à sélectionner. Dès que je vais vouloir un peu plus affiner, voilà, voilà. Voilà, vous voyez, je commence tout de suite à attraper en fait le t-shirt de Véro que je ne veux pas. Donc au niveau lorsque vous avez des contrastes de couleurs assez élevés, etc., le RGB va vite montrer ses limitations, idem pour la saturation. Donc utilisez plutôt le HSL, et dans les cas, je dirais, de teintes précises, là à ce moment-là, utilisez le RGB s'il peut vous aider. À la limite, n'hésitez pas, lorsque vous êtes face à une situation où vous devez faire un qualifieur, n'hésitez pas à utiliser les deux pour voir la différence. Ça, évidemment, peut-être qu'il y a des utilisations que je n'ai pas relevées. Bien, donc tout ça, c'était pour les deux différents qualifieurs HSL, RGB. Maintenant, je vous avais dit que j'allais vous parler un peu du qualifieur en Luma, uniquement par luminance. Je vais désactiver mon ellipse. Regardez, avec ce qualifieur en Luma, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que je vous avais parlé la dernière fois de lumière directionnelle dans le tuto précédent, en utilisant les formes. Eh bien, regardez ici, si je, voilà, voilà, je peux commencer, vous voyez, à agir sur une plage de luminance. Évidemment, rajouter du soft, voilà. Et si vous voulez complémenter vos lumières directionnelles et éliminer vos zones d'ombre, il n'y a rien de plus efficace que le qualifieur en Luma. Là, vous voyez, j'ai ma lampe et j'ai plus ou moins toute la lumière la plus élevée. Et donc, du coup, je peux de nouveau faire un effet de lumière enhancée, ici, plus que convaincant. Vous voyez, je vais désactiver le masque en montant les hautes. Voilà, regardez. Et ici, j'agis donc. Évidemment, il faut que j'affine. Voilà, hop, voilà, hop. Vous voyez, et donc ici, voilà, je donne de nouveau un effet, ça fonctionne pas ici, parce que de nouveau, elle est beaucoup trop dans l'ombre, Véro. Mais vous voyez ici, voilà, donc pour enhancer vos effets de lumière directionnels, si vous voulez enhancer une lumière précise, qui soit plus forte, le qualifieur en Luma, il va être très utile.
Donc voilà pour ce qui en est du qualifieur en Luma. Alors je reviens sur écaille montante pour conclure parce qu'il y a une petite chose dont il faut que je vous parle qui est importante, c'est au niveau justement de la structure par node. Vous vous souvenez de ce qu'on a vu avec les nodes, comment structurer par node. Si vous n'avez pas vu ce tuto, je vous mets la fiche ici. Alors voici déjà un premier élément parce que vous vous souvenez donc comment structurer les nodes. Est-ce qu'on fait tout en parallèle? Est-ce qu'on fait tout en série? Voici déjà un élément qui va permettre de savoir comment structurer vos nodes au niveau de vos étalonnages secondaires. Si par exemple ici, vous avez vu la correction que j'ai appliquée sur mon Python Mollure. Supposez par exemple que je veuille enancer encore uniquement le jaune de ces écailles. Pour cela, comment est-ce que je vais faire? Je vais appliquer un qualifieur sur les écailles jaunes de mon Python Mollure. Où est-ce que je place la node? Est-ce que je la place en parallèle de tout? Est-ce que je la place avant? Est-ce que je la place après, entre certaines de celles-ci? Alors, supposez maintenant ce que je vais faire, je vais la placer avant, ici. Et je vais aller chercher avec mon qualifieur directement les écailles jaunes. Tac. Je vais élargir. Et vous voyez que j'attrape très vite le feuillage, ici, ma branche, ici. Que se passe-t-il maintenant si je vais supprimer cette node? Je la fais après. Je vais donc faire ici un Alt S, après toutes mes corrections. Et je vais donc resélectionner, mais voilà. Regardez bien. Vous voyez qu'ici, il m'est beaucoup plus facile d'isoler mes écailles jaunes. Beaucoup plus. J'en attrape encore un peu, mais c'est déjà beaucoup plus facile d'isoler ces écailles jaunes. Et regardez, je n'attrape pas la branche. Pourquoi? Si je fais ici ma sélection de couleurs avec mon qualifieur dans cette node-ci, rappelez-vous, structure nodale, il va appliquer tous les réglages de cette node après tous ceux qui sont faits ici. Or, si vous regardez les corrections, on est parti de ça, mes corrections, elles ont fait ça. Si je pars avant, je ne pars pas de ça. Je pars, si je fais ma note donc avant celle-ci, je ne pars pas de ceci. Je pars de ceci. Ceci qui est beaucoup plus uniforme en couleur et où les écailles se détachent beaucoup moins du reste. Vous voyez, sont beaucoup plus proches du feuillage et des branches. Vous voyez, je pars de ça. Donc quand je fais mon qualifieur, il va sélectionner les couleurs là-dedans. Par contre, si je le fais ici, il va sélectionner les couleurs là-dedans, couleurs qui ont été enancées avec un jaune beaucoup plus visible, saturé et détaché du feuillage de ma branche. Donc du coup, le qualifieur se révèle d'office plus précis si je fais mon isolation après. Et donc maintenant, vous allez voir que si je fais encore une correction, hop, voilà, je peux de nouveau corriger précisément sur mes écailles avec une correction très convaincante. À retenir, pour tout ce qui est vos masques de couleurs, faites quand même de préférence sur une image qui a déjà une couleur, un contraste de couleur enancé pour que ce masque de couleur soit plus précis. Je pense notamment aux images log, ceux qui travaillent avec des profils log, des profils flat. Si vous essayez de faire vos qualifieurs sur vos profils flat, sans appliquer la lutte, vous allez avoir du mal parce que le qualifieur doit se baser sur une image qui est très peu saturée et très peu contrastée, donc avec très peu de différence marquée entre les zones. Si vous l'appliquez après la lutte, après l'application de la lutte, là vous avez un contraste de couleur, un contraste luminique bien plus énoncé, vous aurez un qualifieur beaucoup plus précis. Donc en général, lorsque vous faites un qualifieur dans une node après vos corrections primaires. Voilà, ça répond déjà à une question que vous vous posiez sans doute au niveau de la construction nodale. Alors, évidemment, vous avez peut-être envie quand même de faire une correction secondaire qui se mixe de façon veloutée avec le reste de votre étalonnage. Vous n'avez pas envie qu'il s'applique par-dessus, vous avez plutôt envie de faire une logique parallèle, justement. Donc là, vous allez être embêté parce que du coup, sur votre note directement, si je fais par exemple un Alt P ici, mais je n'ai pas le choix, je ne peux que partir de la note précédente, vous allez me dire. Et donc, si je veux vraiment qu'il se mixe, par exemple, mon étalonnage secondaire, là, je n'ai pas le choix, je dois faire en sorte que vous voyez ici, je vais d'office devoir agir comme ceci sur mon image de base, celle-ci, avec mon qualifieur. Alors,
je vous le dis, il existe une solution. Rassurez-vous, il existe une solution là-dessus. Mais pour ça, ce sera dans un autre tuto parce qu'il faut que je vous parle des masques avancés. Par exemple, vous vous posez certainement également la question, et avec les formes, on peut mettre 2 formes, par exemple, pour isoler 2 zones différentes. Est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, faire 2 qualifieurs? Alors, vous voyez que de base ici, si je fais un qualifieur, je fais un qualifieur dans cette zone. Donc, c'est inévitable. Je dois donc faire un deuxième qualifieur, une deuxième correction pour faire une sélection de couleurs différente. Mais de nouveau, il existe une solution. On peut, dans une même node, avoir 2 zones isolées de couleurs différentes et qui se mixent ensemble. Mais de nouveau, ça ce sera pour les masques avancés. Donc vous voyez, il y aura de la suite. C'est ça que je voulais dire par rapport à ça. Je vous en parlerai donc dans le tuto sur les masques avancés. Au moins ceci vous aide déjà à mieux savoir comment structurer vos nodes. Bien, ok. Donc écoutez, ça s'est fait. Avant de conclure, une dernière petite chose à dire. Il existe également un qualifieur 3D que je n'utilise pour ainsi dire presque jamais. En soi, quelle est la particularité de ce qualifieur 3D? Ce n'est pas vraiment un qualifieur qui va vous faire une sélection en 3D dans votre image. En fait, ce n'est pas de la vraie 3D. Sur quoi se base en fait ce qualifieur 3D, tout comme ce qu'on appelle ici dans le tracking le track 3D? Comment est-ce que ça fonctionne? Parce que notre image, elle n'est pas 3D, elle est 2D. Donc comment est-ce qu'on peut avoir un qualifieur 3D? Eh bien, c'est tout simple. C'est tout simple. Ce qualifieur va tenir compte par plusieurs. Regardez, ici, si j'utilise en fait le Selection Range, faire un Alt S pour vous montrer, si j'utilise en fait le Selection Range en qualifieur 3D, je vais avoir plusieurs en fait. Regardez, dès que je vais aller faire une Selection Range, par exemple, je sais pas moi, écaille, hop, voilà, ainsi. Voilà, on a déjà sélectionné une partie. Je vais prendre une autre écaille plus à l'arrière, comme celle-ci par exemple. Vous voyez, directement en fait, plutôt que d'avoir une seule sélection avec cet outil, vous voyez, j'ai une sélection qui est apparue et je vais aller sélectionner une deuxième partie. Voilà, il a sélectionné cette partie. Et vous pouvez voir qu'il a plutôt, ici, il a plutôt quand même bien fonctionné au niveau des écailles. Donc en fait, comment on va fonctionner? Vous voyez, il va agir, il va simuler, si vous voulez, ce qu'on appelle une parallaxe. Alors, qu'est-ce qu'une parallaxe? Si vous avez tous déjà roulé dans une voiture ou dans un train. Alors, si vous regardez en fait par la fenêtre et que vous regardez le paysage défiler sur le côté à côté de vous, vous allez voir que les objets qui sont au premier plan, ceux qui sont juste à côté de la route, ils passent devant vous très très vite. Alors que ceux qui sont éloignés, ils passent devant vous beaucoup plus lentement. Voilà, c'est ça la parallaxe. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que sinon je dois partir sur des concepts scientifiques ultra complexes, mais grosso modo, c'est ça la parallaxe. En fait, c'est ce qui vous permet de déterminer qu'un objet est éloigné ou est au premier plan. Parce qu'il se déplace beaucoup plus vite quand vous êtes près, les plus éloignés se déplacent beaucoup plus lentement. Voyez? Et donc en fait, c'est ça que va utiliser le qualifieur 3D. En plus de sélectionner une plage de couleurs, il va simuler en fait une parallaxe entre les zones que vous aurez sélectionnées au préalable pour faire un qualifieur correctement isolé. Vous voyez, ici, on a déjà un qualifieur qui fonctionne très très bien, parce qu'il a déterminé que ceci bougeait beaucoup moins vite que ce que j'avais pris à l'avant-plan, par exemple. Vous voyez, et donc de cette façon, il va pouvoir en quelque sorte simuler une profondeur. Et de cette façon, il va pouvoir isoler un objet. S'il peut déterminer que cet objet, par la parallaxe, se trouve à telle distance et qu'il peut déterminer qu'un autre que vous avez fait en exclusion passe devant l'objet, il peut déterminer que cet objet donc n'est pas pris en compte parce qu'il est à l'avant-plan. Donc il fait une sorte de simulation 3D si vous voulez. Voilà, je ne vais pas m'étendre dessus parce que je l'utilise pas beaucoup. Grosso modo, si vous voulez, essayez-le. Si vous voulez quand même qu'une fois je fasse plusieurs tests et que je vous fasse un tuto dessus, laissez-moi un commentaire, je le ferai avec plaisir dans les masques avancés. Mais donc voilà, vous avez également cette possibilité du qualifieur 3D. Vous pouvez l'essayer si par exemple vous êtes face à un décor sur lequel vous avez un mouvement et que vous avez beaucoup de choses qui bougent au premier plan et que vous avez pas mal de choses qui bougent beaucoup moins vite à l'arrière-plan, par exemple. Donc ça peut être utile. Voilà. Ben écoutez, je crois que ça va conclure ce très long tuto, parce que écoutez, ici, il y avait énormément de choses à dire. J'espère quand même que c'est assez clair pour vous. Et je vous dis, c'est long et pourtant, j'ai pas vu toutes les options. J'aurais pu prendre beaucoup plus de temps sur pas mal d'options. Bref, donc, je reviendrai évidemment sur le qualifieur, je reviendrai sur les options quand on parlera des masques avancés. Donc ne vous inquiétez pas, tout ça n'est pas terminé. Bref, j'espère quand même que pour début 2020, ce tuto long et riche vous a plu. Aussi, voilà, je vous fais un petit message de fin de tuto. Ça a pris beaucoup de temps ici, celui-ci, pour arriver, parce que je vous avoue que pour faire des tutos, c'est un tout petit peu la situation difficile pour l'instant. Je vous avais dit que j'étais en procédure de déménagement et à mon grand regret, la procédure de déménagement, elle traîne, parce que l'acte de vente traîne.
hein. Les notaires, ça prend toujours son temps. En plus, on était en période de fête. Du coup, ce qui se passe, moi, j'ai du mal à vous faire des tutos parce que mon panel, mes casques, mes disques durs externes, mon deuxième écran, bah, ils sont dans des cartons et j'ai pas très envie de tous les ressortir alors que si ça se trouve demain je vais commencer à transporter le tout. Vous voyez, donc du coup c'est un peu difficile pour l'instant. Donc je vous prie de m'excuser pour le temps entre les tutos pour l'instant. Ne vous en faites pas, dès que je suis retourné à Bruxelles, vous en aurez plus et j'ai pas mal de choses à dire. Voilà, donc ça c'est pour les tutos actuellement. Merci, hein, ouf, ça a été extrêmement dur de le faire celui-ci. Donc je vous retrouve, j'espère bientôt, hein, si mon déménagement ne prend pas encore trop de temps. Et je vous dis, portez-vous bien pour 2020, profitez bien de la vie.